RMC, le grand oral des grandes gueules. Et oui, c'est l'heure du grand oral maintenant dans les GG. En attendant, le super GG et vous tout à l'heure à 12h40 pour reparler de ce qui a fait aujourd'hui nos sujets de discussion avec Claire Petit, Didier Giraud et Gilbert Collard, la famille qui s'est enrôlée et qui est partie faire le djihad en Syrie. Le régime zéro alcool pour les jeunes, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On est à 0,2, passons à 0 taux d'alcoolémie. La GG du jour, c'était Thomas Thévenoud. Thomas Thévenoud, question de morale, est-ce qu'on peut pousser le député à la démission? Géraldine regrettait aussi que dans cette affaire Thomas Thévenoud, on sombre un peu dans le lynchage public. Qu'en dites-vous? GG et vous, super GG et vous tout à l'heure à 12h40. Gilbert Collard, Claire Petit et Didier Giraud, ce sont les grandes gueules du jour. Et pour le grand oral des GG, je vous propose d'accueillir un distingué professeur de linguistique, monsieur Alain Bentolila. Comment sommes-nous devenus si cons chez First Edition? Alain Bentolila, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors c'est quand même ça le problème, parce que vous êtes quand même professeur de linguistique à l'université de Paris-Descartes. Vous avez consacré votre carrière, notamment lutter contre l'illettrisme. Vous êtes venu souvent d'ailleurs sur RMC expliquer vos combats. Et là, vous revenez avec un livre qui s'intitule « Comment sommes-nous devenus si cons ?» Un linguiste peut-il parler ainsi? Oui, je pense d'ailleurs que il y a qu'un linguiste qui peut écrire un livre pareil. C'est un coup de gueule, un cri de colère. Voilà, c'est un coup de gueule, c'est un cri de colère. Pourquoi? Parce que, vous savez, un linguiste, c'est quoi? C'est un type qui, normalement, prend son magnétophone sur le dos, enfin aujourd'hui beaucoup plus petit, et puis qui va dans des communautés un peu bizarres, dans des langues qui parlent des langues bizarres, et puis qui décrit, qui fait de la grammaire, qui fait du vocabulaire, des dictionnaires, etc. J'ai fait ça toute ma vie. Je sais faire ça. Mais en plus, c'est quelqu'un qui doit s'intéresser au peuple et aux gens qui parlent cette langue. Et quand on se pose la question de ceux qui parlent cette langue, on se pose aussi la question du pouvoir et des inégalités que la langue impose aux gens et que la langue révèle. Et donc, quand je dis pourquoi sommes-nous devenus si cons, je veux dire quoi? Je veux dire, en fait, aujourd'hui, la grande question, c'est que nous vivons un monde dangereux. Non pas un monde dangereux parce que les hordes barbares sont aux portes de notre pays, que c'est plus que c'était, etc. Non, pas du tout, c'est pas ça la question. La question, c'est que nous sommes aujourd'hui incapables individuellement, d'exercer notre droit fondamental, qui est le droit de résistance intellectuelle, de pas s'en laisser compter. On est tous des moutons? On est plutôt... Je peux prendre un exemple concret dans l'actualité? Bien sûr, allez-y. Est-ce que les 200 000 personnes qui vont acheter le livre de Valérie Trierweiler sont des cons? Oui, sont des cons, bien sûr. Alors non, sont des cons. Alors, les 200 000 personnes qui vont acheter le livre de Trierweiler sont des gens qui ont été conditionnés pour le faire. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des cons? Ce sont des gens qu'on a fait devenir relativement cons pour aller aller acheter un bouquin dans lequel qu'ils ne liront pas. En règle générale. Pour la plupart. Mais c'est pas grave parce que c'est pas elle qui l'a écrit vraisemblablement, tel que je connais l'édition aujourd'hui. C'est un livre qui a été écrit par je sais pas qui, quelqu'un en tout cas. C'est un objet marketing et cet objet marketing est un objet qui pardon. Ça c'est con, c'est con, ça c'est très con ça, c'est très con. Vraiment. Je pense que Valérie Trierweiler n'est pas contente. Alors non mais c'est des moutons plus que de... Non mais c'est ça, ma question c'était est-ce qu'on peut être con à l'insu de son plein gré quoi? Oui, la plupart... T'es toujours con à l'insu de ton plein gré. Non mais c'est pas con. Est-ce que notre société nous conditionne à être con quoi? Oui, ça. mais on n'est pas obligé d'accepter, si vous voulez, cette force qui s'exerce sur nous et qui nous fait, par exemple, fuir toute discussion sérieuse, qui nous fait fuir tout mot un peu précis et évidemment un petit peu rare, toute structure
grammaticale ou rhétorique un peu compliquée, parce que immédiatement les gens vous regardent et vous disent qu'est-ce que c'est que cet intello-là, quoi? Qu'est-ce que c'est que donc en fait, on tire tout vers le bas. C'est-à-dire que le débat doit être rapide, parce que sinon on s'ennuie. Le vocabulaire utilisé doit être simple. Le livre comme celui de Trier-Veller sur Isidore, un mot, sans dents. Oui, c'est vrai. Vous imaginez ça? Oui. Il écrit 320 pages. Et qu'est-ce que la seule chose, mais que retiennent aussi les médias, parce que là, il y a quand même complicité quelque part. Pardon de le dire, mais c'est vrai quand même. Il y a quelque chose quand même là qui est terrible. On retient un mot et on vend 200 000 exemplaires d'un bouquin sur un mot. Et Molière n'est plus fréquenté. Voilà. Bon, enfin, est-ce que je peux moi je suis. Oui, vas-y. Moi je suis vraiment. Toi t'es fan. Moi je suis un fan, hein. Bon, voilà, linguistique. Je suis pas sûr que Mentolila soit ravi. Non, alors écoutez, le dernier chapitre de mon livre s'appelle Identité et appartenance. Et j'y tiens beaucoup. Je voyais, j'illustre la chose. Je suis juif. Je ne suis pas sioniste. C'est-à-dire que j'ai une appartenance à une communauté que je n'ai pas choisie. Pour mon bonheur ou pour mon malheur, peu importe. Je suis né ainsi. Et j'ai des traditions, et j'ai des habitudes, et je vais aux fêtes chez ma mère, etc. Pour autant, j'ai une identité qui est irréductible à mon appartenance. Et donc, la question de l'appartenance de Collard n'a rien à voir avec notre capacité à s'entendre sur un certain nombre de points. Ne vous inquiétez pas. Vous, c'est par la naissance. Vous, c'est par la naissance. Absolument. Là, vous parlez d'un choix politique. C'est deux choses tout à fait différentes. Mais rien à voir. Attends, est-ce que je peux, là, il y a un choix. Attends, est-ce que je peux me permettre que la réponse. Vous posez la question comment sommes-nous devenus si cons? Elle y a répondu. Ouais. Voilà. Pardon. Donc parce que vraiment. Tu vois la petitesse de ton esprit, c'est l'insulte. Parce que vraiment, non, il pose une question, je dis que tu as répondu, donc tu es intelligent, tu as apporté une réponse. Tout confondre à ce point, et c'est là où votre livre me passionne, c'est la preuve qu'on est maintenant dans un bassin sémantique où on ne pense plus, mais on utilise le prêt-à-porter des mots. Si Claire, que j'adore, avait pris la peine de réfléchir au lieu de se réfugier derrière deux structures langagières, on pourrait débattre. Mais le débat, il est réduit à quoi? Les journalistes sont devenus des télégraphistes. C'est pas leur faute. Il y a un temps, il y a la pression de l'horaire, c'est la rapidité. Donc on a une explosion de la langue qui nous amène à réduire notre expression à un style télégraphique. Donc on n'a plus de construction de la parole. Et ensuite, deuxièmement, on n'a absolument plus aucune capacité à construire un raisonnement. On en est réduit à la petite... Attends, ici on peut raisonner un peu parce qu'on a la place, on a un espace. Mais quand tu es dans un débat, ce qui compte... c'est pas toi, c'est le journaliste. C'est la petite phrase. C'est la petite phrase qui sera reprise sur Twitter. On peut faire aussi le procès de Twitter là-dessus. Oui. C'est la petite phrase de Twitter qui compte maintenant. Alors, Alain. Oui. Alain Mentolila. Oui, madame. La question, bien sûr que il y a beaucoup de choses sur lesquelles je serai en désaccord total avec. Parlez bien dans le micro, allez-y. Avec Collard. Non, c'est pas sûr. Enfin, pas mal de choses. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous serons en désaccord. Bon. À charge d'inventaire. Hein. À débattre. Mais en tout cas, si vous voulez, il est quelqu'un comme vous, comme tout le monde, parce que je le veux, parce que j'ai cette obstination avec laquelle je peux parler, discuter, me faire comprendre fermement. Mon avant-dernier livre s'appelle « Parle à ceux que tu n'aimes pas ». Avant celui-là, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Parle à ceux que tu n'aimes pas ». Où je dis la chose suivante. J'ai dit, ça sert à rien de parler à des gens qui sont comme moi. Ça sert à rien de parler à des gens qui me ressemblent en tout. Le défi, c'est de parler au contraire à ceux qui sont très différents de moi, qui ne pensent pas comme moi, qui n'ont pas les mêmes convictions, qui n'ont pas les mêmes croyances. Parce qu'avec eux, j'ai intérêt à les prendre dans mon sac. C'est ce que dit Collard, il a raison. Les mots les plus précis, les plus justes, les structures les plus particulières. Or, à l'heure actuelle, nous ne parlons qu'entre nous. Quand je dis, nous sommes tombés dans un moment donné dans parce que moi j'ai écrit mon livre mot pour mot pendant 2 ans et demi. Nous sommes tombés dans l'entre-soi. Oui. Nous ne parlons qu'à ceux qui sont d'accord.
d'accord avec Déjà vous. Miroir, on est dans le miroir. On est dans un miroir. C'est une forme de communautarisme, ça. Et le linguiste vous dit, plus vous avez de connivence avec quelqu'un, moins vous êtes capable d'utiliser une langue précise. Comment sommes-nous devenus... Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comment sommes-nous devenus si cons? Tu t'es planté, on n'y revient pas. Attends. Comment sommes-nous devenus si cons? Au cœur de votre livre, la question politique à laquelle qui doit être abordée avec lucidité, c'est celle de l'école. Est-ce que l'école aujourd'hui est le facteur aggravant qui fait qu'on est tombé bien bas aujourd'hui? Alain de Montpellier. J'ai mis à la fin de ce livre 2 chapitres. Un chapitre sur l'école qui s'appelle la capitulation scolaire, ce qui veut bien dire ce que je pense aujourd'hui de l'école. Et le deuxième chapitre, c'est que de conneries en ton nom, en m'adressant à Dieu, en disant mon Dieu, qu'est-ce qu'on a pu dire, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui comme bêtise, comme fadaise, et comme tromperie au nom de Dieu. Alors, sur l'école, oui, c'est un facteur aggravant. Je dirais c'est le facteur aggravant. C'est le facteur aggravant. Et si vous voulez, une chose me semble aujourd'hui évidente. Nous sommes passés... Vous êtes trop jeune pour avoir peut-être Collard qui lui est plus âgé que vous. Ça se voit pas, mais vous trouvez aussi. C'est ça, ouais, je pense. Vous trouvez aussi. On m'a même accusé d'avoir participé à la création de l'État d'Israël. Alors bon. Alors allez-y. On a avec 45 ans. Il y a une 40-45 ans, on passait l'examen de 6e. Je ne veux pas dire que j'ai une nostalgie pour l'examen de 6e. C'était un coup près terrible. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous aviez 3/4 des élèves qui sortaient du système scolaire et qui ne continuaient pas leurs études, des élèves en fin d'études. Ils passaient le certificat d'études, certains d'ailleurs s'en trouvaient fort bien et réussissaient socialement remarquablement. Bon. Sauf qu'à un moment donné, on ouvre les vannes. On enlève l'examen de 6e, on enlève le BPC et waouh, vous avez tout le monde face. Et je dis, tant mieux, la démocratie, si on veut atteindre la démocratie, un jour... C'est l'éducation du plus grand nombre. Il fallait arrêter le tri qui faisait de l'école une machine terrible de reproduction sociale. Sauf que vous n'avez pas la même école pour traiter des enfants triés sur le volet et pour traiter la masse des gamins, y compris ceux venus d'ailleurs, ayant d'autres soubassements culturels, d'autres visions. Donc notre système n'est pas adapté. Absolument pas, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, oui. Non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Sauf qu'il a inventé quoi? Il a inventé 80% de réussite au bac. Ouais. Est-ce que je peux vous poser une question vous voyez le système qui est terrible. Alors moi, sur l'école de j'ai une question vitale mais après pour moi. Gilbert, l'école d'abord. Attends, on reste sur l'école parce que sinon on attend. Oui, on a le temps parce que sinon ça va dans tous les sens. Ne nous en fais pas perdre. Voilà. Sur l'école, il y a eu un grand débat sur la théorie du genre et beaucoup de familles au-delà de la récupération politique ont été sincèrement choquées et se disent finalement à l'école, on essaye de soustraire nos enfants à nos croissants, à nos croyances, à nos traditions familiales, à nos pains au chocolat, à nos croissants. Voilà, pour leur apprendre des choses. Et vous dites, il y a un grand malentendu entre l'école et les familles. Il ne faut pas braquer les familles. Et vous dites, il faut que l'école de la République n'ait pas pour mission de détacher les enfants de leur famille. Et en même temps, il faut que les familles fassent confiance à l'enseignant. Comment on peut réconcilier tout ça? C'est très difficile. C'est très difficile parce que les familles et même les élèves ont perdu confiance et mettent en cause la légitimité même de l'école. Quand vous avez, si vous voulez, j'ai assisté personnellement des élèves au collège, lycée, ou des parents qui viennent dire aux professeurs t'es qui toi pour me dire ce qui est juste et ce qui est vrai et ce qui est beau, ce qui est vrai et ce qui est beau, et que le type se prend ça dans la tête devant le gamin et il sait pas quoi répondre et à la limite certains affaiblis par une formation bidon aujourd'hui, donc
peu fort, affaibli par une dévalorisation sociale. Sort aujourd'hui de l'OCDE les chiffres terribles. Les rémunérations des enseignants français. À quel point, si vous voulez, il y a une prolétarisation des gens. Et donc, qui dit prolétarisation dit, j'ai pas envie d'être maître d'école, moi, pour gagner ce qu'ils gagnent. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, on voit bien à quel point ce métier est un métier difficile. C'est un métier qu'on ne soutient pas. Et on ne le soutient pas. Pourquoi ? Parce que les politiques aujourd'hui, et c'est finalement ça la grande question de l'école aujourd'hui, les politiques n'ont plus cette volonté et cette croyance que l'école peut changer le destin des enfants. Vous savez... C'était pourtant ça le pari de l'école républicaine. Évidemment, mais aujourd'hui, le plus terrible de tous les chiffres PISA, OCDE, etc., c'est quoi ? C'est le fait que l'école laisse sur le côté un maximum d'enfants qui sont dès la naissance programmés pour l'échec. On est au 11e rang de ce qu'on appelle la résilience scolaire. Résilience scolaire, ça veut dire quelque chose, c'est très simple. Ça veut dire, vous êtes mal né, et pourtant, vous allez réussir. On est au 11e rang, et on recule année après année. C'est-à-dire que nous sommes une école inéquitable. C'est ça le plus terrible. Oui, Monsieur Bentolila, est-ce que vous n'avez pas, si je peux me permettre, parce que ici, moi, mon temps de parole est compté. Bon, voilà, vous avez vu que je suis très maltraité. Bon, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'école, elle a tout sacrifié au sociétal plutôt qu'à l'enseignement? On a l'impression qu'il y a une orientation sociétale dans l'école, tant par le traitement de l'histoire que par le traitement de la langue, que par le traitement des mœurs aussi, puisque il y a la théorie du genre, etc. Mais qu'en revanche, on n'a plus du tout l'objectif, comme disait Peggy, d'avoir les hussards noirs de la République. D'instruire, tout simplement, tout. Alain Bentolila. Alors, si vous voulez, oui et non. L'idée, si vous voulez, entre guillemets, pédagogique, qui est de dire que l'enfant est constructeur du savoir. C'est-à-dire que ça serait l'enfant qui construirait lui-même le savoir et que finalement, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne, il découvre. Et que toute pédagogie est une pédagogie de la découverte. Est une idée fausse si on l'applique de façon brutale et à 100%. Elle est relativement juste si on fait passer un certain nombre d'interrogations, de réflexions, etc. Par exemple, vous prenez un problème qui est un problème scientifique. Vous avez deux façons de faire. Soit vous donnez la règle, soit vous faites découvrir. Moi, je pense que il faut faire découvrir. Vous mettez deux glaçons dans deux contenus différents et puis vous regardez celui qui fond le plus vite. Et puis vous vous dites, mais pourquoi ça fond plus vite ? Et petit à petit, on avance, etc. Et on va vers la règle. Ce qui ne veut pas dire que le maître n'est pas là pour dire, attention, tu te trompes, regarde, vérifie, expérimente. Donc, mais d'un autre côté, il faut qu'il y ait un enseignement et effectivement vertical. La grammaire, par exemple. La grammaire ne se découvre pas. La grammaire, elle s'apprend, c'est des règles. La grammaire, elle s'impose. Demandez-moi pourquoi le sujet est avant le verbe. Voilà, oui. Et je vous dis, c'est comme ça, monsieur. Alors on dit en français, c'est comme ça. Pas dans toutes les langues, mais en français, c'est comme ça. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question de grammaire ? Oui, bien sûr. Il est l'heure ou elle est l'heure ? Il est l'heure ou elle est l'heure ? Il est l'heure. Eh oui, mais ça paraît, pour les étrangers, c'est incompréhensible. Bien sûr. Voilà. Alain Bentolila, vous restez avec nous. Comment sommes-nous devenus si cons ? Le cri de colère du linguiste Alain Bentolila, c'est aux éditions First édition. Beaucoup de questions encore à vous poser. De la responsabilité politique aussi dans l'appauvrissement du langage, des idées aussi. À tout de suite sur RMC, dans le grand oral des G, Claire Petit, Didier Giraud, Gilbert Collard et donc le linguiste Alain Bentolila. RMC, les grandes gueules sont aussi sur Facebook et Twitter. RMC, 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les GG avec Alain Bentolila. Comment sommes-nous devenus si cons ? Cri de colère d'Alain Bentolila, puisqu'il nous le dit, l'intelligence collective est mise en péril et c'est presque un appel à la résistance que vous lancez aujourd'hui, Alain Bentolila. C'est exactement un appel à la résistance.
C'est plus un appel à la résistance que simplement un coup de gueule. Parlons un peu de politique. On est dans une période très agitée politiquement. Certains parlent même d'une crise du politique. Et vous dites, alors c'est l'un de vos chapitres, les politiques, à force de nous prendre pour des cons, nous avons fini par les croire. Oui, absolument. C'est vrai, si vous voulez. C'est quoi, c'est le populisme? Par exemple, si vous voulez, un homme politique aujourd'hui qui, suivant l'avis de ses coachs, pardon. Ça va, tu dirais, c'est coach, c'est très bien, ouais. On devrait traduire la mouche par coche, oui. La mouche. La mouche, et capable aujourd'hui de dire, surtout, je ne veux pas dépasser 300 mots dans un discours. Pourquoi? Parce que il vous prend pour des cons. Et à force de recevoir, si vous voulez, ce discours convenu, abaissé, parce que vous comprenez, moi je ne suis pas pour une langue emberlificotée, compliquée, etc. Je suis pour une langue juste. Je veux être compris. Je vous regarde dans les yeux, et ça c'est une des choses importantes. Je le dis dans le chapitre, je sais pas si on aura l'occasion d'en parler, sur le numérique, les réseaux sociaux. On a perdu l'habitude de regarder dans les yeux et de parler en prenant le risque de ne pas être compris. Et donc, il faut, si vous voulez, effectivement, que les politiques comprennent que le peuple n'est pas idiot, qu'il a besoin qu'on lui dise les choses, qu'on le prenne en compte, qu'on lui donne la parole. C'est compliqué aussi parce que soit on va accuser l'homme politique de faire de la langue de bois, d'utiliser un langage technocratique, soit au contraire, on va dire il est populiste, il parle comme nous, mais c'est parce qu'on attend la politique. On a reproché à Sarkozy de le faire, ça, de parler comme nous. Parfois même Mélenchon, qui pourtant est quelqu'un qui sait manier le verbe, mais qui va utiliser les plus gênés par le populisme des politiques, c'est les journalistes, c'est pas le peuple. C'est vous que ça emmerde. Il ne parle pas comme nous, comme vous. Non. Comme nous. Non. Ils parlent comme eux, c'est-à-dire que c'est ceux qui décident, si vous voulez, d'avoir un discours qui est un discours. Je donne un exemple qui est frappant. Et vraiment, je vous l'explique en 2 mots. Le discours politique est un discours où il y a 5 fois plus de phrases passives et 6 fois plus de ce qu'on appelle la nominalisation, c'est-à-dire le fait de dire construction pour construire, etc. Pourquoi? Parce que ce sont 2 structures du français qui permettent de ne jamais dire qui fait quoi. Mais c'est surtout, ça traduit aussi leur incapacité à faire, quoi. Voilà, alors, mais vous regardez bien. Vous dites par exemple, le vase est cassé. Tournure passive. Personne ne vous demande qui l'a cassé. Vous dites la construction du pont a été mal faite. Qui l'a mal faite et le discours politique joue, si vous voulez. Et journalistique aussi. Et journalistique parfois, parce qu'on va pas aller chercher, si vous voulez, les informations avec suffisamment de force et de volonté. On a, si vous voulez, cette façon, finalement, de ne jamais permettre à ceux qui nous écoutent de questionner. Si vous voulez, il y a une façon d'utiliser la langue qui permet d'arrêter tout questionnement. Et alors, votre opinion sur ce qu'on appelle des éléments de langage? Ah oui. C'est pareil. Oui, bien sûr. Je veux dire qu'on a maintenant une fabrique de mots. Oui. Et tout le monde répète le même mot. Une usine de mots mise à la disposition. Une fabrique d'opinion. Qui est en même temps une fabrique d'opinion. Une fabrique d'opinion, puisqu'en fait, si vous voulez, on donne ordre d'utiliser un certain nombre de mots marqueurs. Marqueurs, voilà. Qui sont marqueurs. Des mots balises. Et tous les gens qui ont la chance de venir dans des émissions ici vont utiliser les mêmes mots. Mission d'utiliser les mêmes mots, avec cette idée que à force de taper sur à force de taper, on va imposer. Non. Le rôle d'un homme politique, c'est de convaincre. Et les réseaux sociaux, qui sont beaucoup utilisés justement aujourd'hui, parce que vous leur faites un petit procès quand même aux réseaux sociaux. Oui, je leur fais un procès. Je dis par exemple que Facebook, c'est la peur de l'autre. Facebook, c'est la peur de l'autre, c'est-à-dire que c'est la possibilité de ne jamais rencontrer ses amis. Alors rencontrer ses vrais amis, c'est-à-dire que y a pas une amitié ça se construit, une amitié c'est issu de combats
commun ou de combat l'un contre l'autre. Et là-dessus, on fonde une amitié. Facebook balaye tout ça. Hein. Facebook, c'est la possibilité de ne jamais regarder les gens dans les yeux. C'est terrible pour moi, cette idée, si vous voulez, qu'on ne regarde plus personne dans les yeux. Et troisièmement, Facebook, c'est quand vous rentrez sur Facebook et que vous cherchez des amis, on vous propose ceux qui vous ressemblent. Oui. C'est-à-dire les profils. Oui. Quand vous remplissez un profil, ça sert à quoi? Dans tous les réseaux sociaux, que ce soit pour des sites de rencontres ou n'importe quoi, cherchez celui qui vous ressemble. On va vous proposer des gens qui pensent comme vous, qui ont les mêmes hobbies, qui ont les mêmes goûts, qui ont les mêmes trucs, etc. Exactement. Ouais. Et à partir de ce moment-là, mais c'est terrifiant, si vous voulez, cette société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une société où toute différence est à rejeter. On ne vit plus ensemble. Alors, on ne vit plus ensemble dans nos différences. Dans nos différences. Vous voyez ce que je veux dire. Et en restant chacun sur sa spécificité. Vous voyez ce que je veux dire. On n'a jamais été autant séparés les uns des autres qu'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire. Je n'abdique pas ma culture. Dans ce livre, la télévision en prend pour son grade. 3-4 perles relevées quand même par Alain Bentolila, parce qu'il n'y a pas de raison que on s'épargne. Non, monsieur, je n'utilisais pas ce mot dans cette acceptation. S'il y a bien une chose auquel je tiens, c'est bien la liberté d'expression. Bien une chose à laquelle je tiens, c'est bien la liberté d'expression. Nous sommes déjà et moi le premier, je vous ai écouté et j'ai dit, elle est où la faute? Parce que nous sommes déjà passés dans ce moment où pas mal de choses se sont neutralisées et nous sommes habitués à ça. Deux qui m'ont bien plu encore, c'est absolument dénudé de sens. C'est bien. Non, ça c'est du lapsus quasiment. Et vous parlez par éclicse, elle est pas mal aussi. C'est dénué de sens et ellipse. Oui, bien sûr. Allez, le GG tweet pour sauf qu'il l'aurait fait volontairement. Oui, volontairement, voilà. Alain Bentolila, est-ce que vous seriez capable de tweeter verbalement une ou deux formules pour des personnalités qu'on a choisies pour vous, Alain Bentolila? Que tweeteriez-vous maintenant à Thomas Thévenoud? À Thomas Thévenoud 140 signes. Je lui dirais vraisemblablement tout pécheur mérite pardon. Ensuite, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, je lui dirais laissez d'autres venir. Christiane Taubira. N'en faites pas trop. Najat Vallaud-Belkacem. Bonne chance. Alain Bentolila, pour se quitter, on a la dernière question pour vous. Oui. C'est parti. RMC. Vous dites, le titre, c'est comment sommes-nous devenus si cons? Mais les responsables politiques sont-ils devenus si cons? Oui, je pense qu'ils sont devenus... Enfin, je pense, si vous voulez, ce que je dis là n'est pas uniquement le fait de la génération actuelle. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nos responsables politiques sont incapables d'avoir une conscience claire du temps historique dans lequel ils devraient exercer leur mission. Ils sont enfermés dans un temps de mandat, et ce temps de mandat exige qu'il montre des résultats. Il n'y a pas de projection. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision à long terme, mais surtout, il n'y a pas de capacité à prendre des décisions, parfois impopulaires, dont bénéficieront leurs rivaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça tient au fait qu'ils ne savent pas affronter le temps et qu'ils ne savent pas affronter la mort. C'est-à-dire que pour être un bon homme politique, il faut avoir une conscience aiguë qu'on est mortel. Et qu'à un moment donné, on disparaîtra. Que d'autres nous suivront. Et que c'est à ceux qui nous suivront que doivent bénéficier les décisions que nous prenons aujourd'hui. Toute décision à court terme est une mauvaise décision. Quand on regarde la refondation de l'école, et que finalement on fait le bilan, et qu'on se dit nom de Dieu, tout ça pour ça? Tout ça pour ça? C'est-à-dire que pour arriver simplement à cette guerre des rythmes scolaires? C'est ça la refondation de l'école? Et ça sera ça.
tout ce cirque pour arriver à cela. C'est pas ça qui emmène à l'immortalité. Merci Alain Bentolila. Comment sommes-nous devenus si cons? Le cri de colère du professeur de linguistique Alain Bentolila, c'est chez First Edition. Merci d'être passé sur RMC dans les GG. Le super GG et vous, c'est dans quelques minutes. Mais d'abord, le menu signé monsieur Éric Brunet. Bon, on va revenir sur la magnifique, l'éblouissante affaire Thévenoud. C'est quand même le troisième membre du gouvernement à être débarqué pour des raisons fiscales. Il y avait Yamina Benguigui aussi, Jérôme Cahuzac. Moi je suis pas moraliste. Moi je lui souhaite une très heureuse existence à notre ami. Seulement le truc c'est qu'il faut pas être député. Il faut qu'il monte un accrobranche en Saône-et-Loire, un petit estaminet, un bistrot joyeux dans lequel il recevra ses copains. Accrobranche, c'est pas mal ça. Non, c'est là. Oui, il monte un deuxième justement. C'est bien. Un mini-golf. Oui, un mini-golf, c'est très bien un mini-golf parce que député quand même, on fait ça avec l'argent des contribuables. On peut pas oublier de déclarer ses impôts pendant 3 ans. Donc je plaide pour que ce monsieur ne soit plus député, mais en revanche, sans discours moralisateur. Mais qu'il ait sa deuxième chance. Oui, mais qu'il ait sa 10, 20 000 chances, qu'il soit heureux. D'ailleurs, il se marrera beaucoup plus s'il n'est pas à l'hémicycle. Il n'est pas fait pour être député. 32-16 pour en parler avec Eric. Nous, dans un instant, le super GG et vous, Claire Aupetit, Gilbert Collard et Didier Giraud et Léo Moselle, gérant de société qui est déjà avec nous. RMC, 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Eh ben, c'est l'heure du super GG et vous. Allô, oui? Non, rien. Allez, ça c'est fait. Tu nous dis que tu regrettes, autrement je vais te faire regretter. Léo, gérant de société en Moselle, bonjour. Oui, bonjour à tous. Salut Léo, on voulait reparler avec Claire Aupetit. Oui, merci de m'accueillir déjà. Je vous en prie. En fait, je voulais interpeller Mme Claire Aupetit parce qu'elle a tenu des propos 2 fois ce matin qui m'ont un peu choqué et un petit peu blessé. Quand elle a expliqué que les dames, les femmes habillées tout en noir favorisaient le terrorisme, entre guillemets. Donc si vous voulez, moi je trouve ça choquant parce que de faire des généralités comme ça, en jugeant les gens sans savoir ce qu'il y a dans leur cœur, quoi. Moi, ma femme, ça lui arrive d'être voilée dehors. Elle est voilée dehors dans la vie de tous les jours. Elle est habillée des fois tout en noir, donc comme Mme Claire Aupetit précise. Et pourtant, on est loin du terrorisme. Tout ce qui est Mohamed Merah, tout ça, on le condamne. Tout ce que les gens qui partent en Syrie ou en Irak, on les condamne également. Pour nous, c'est pas ça l'islam. Donc le fait de faire des généralités comme ça, c'est vraiment blessant vis-à-vis des musulmans et des musulmanes qui vivent leur religion sainement. Voilà. Oui, bonjour Léo. Déjà, je suis surprise que ce soit vous qui défendiez encore l'image de votre femme habillée en noir. J'aurais préféré que ce soit elle qui m'appelle plutôt que vous qui la défendiez. Elle est au travail, donc elle peut pas se défendre. Donc voilà. Oui, mais enfin, ça dénote quand même. Je suis désolée. À partir du moment, tout a une signification. Et à partir du moment où votre femme s'habille en noir, c'est-à-dire que quand je parle des femmes qui sont habillées en noir, c'est vraiment avec le foulard noir, la robe qui va jusqu'en bas, les chaussures noires, les gants noirs, ce qui fait qu'on ne voit absolument pas leur peau. Donc elle n'est pas comme ça, mais... moi, c'est de celle-là que je parle. Je ne parle pas. Si votre épouse... Excusez-moi, Léo. Vous me dites... Je vous décris les personnes dans lesquelles je parle. Si votre épouse est habillée en noir, en blanc, en rouge, en vert, mais avec des tenues dites classiques, ça m'est complètement égal. Ça peut lui arriver d'être en tenue avec une grande robe noire. Oui, excusez-moi, ça dénote. Elle est au travail actuellement, elle n'a pas de poil, elle est habillée normalement, comme vous dites, quoi. Elle est insérée dans la société, il n'y a aucun problème. C'est son choix. Vous jugez les gens sur leur apparence sans savoir ce qu'elle a. Oui, parce que quand on met la religion à ce point en avant, au point de le démontrer dans la rue pour que tout le monde le sache et le voit, pour moi, ce n'est pas une liberté et ça me choque. Nous sommes dans un pays laïque. Votre religion, je la respecte. Laissez-moi finir. Votre religion, je la respecte, mais elle vous est propre, elle doit être intime et elle n'a pas lieu de m'être imposée au regard. Moi, quand je vois votre épouse, je préférerais voir une femme. Laissez-moi finir, Léo. Pour moi, une femme, c'est une femme. Sa religion ne me regarde en aucun cas. Et le fait de se déguiser, parce que pour moi c'est un déguisement qui impose aux autres un état d'esprit religieux
qui m'indispose. Voilà, tout simplement. Moi, vous ne savez pas quand vous me voyez, vous ne savez pas de quoi je pense, religieusement. C'est juste sur le fait, en fait, que vous jugez les gens sur leur apparence, alors que c'est... oui, forcément. L'apparence, vous le faites... Si elle est imposée, l'apparence... À partir du moment quand on voit une femme arriver habillée comme ça... Attends, c'est là que Léo finisse. Allez-y, Léo, puis on va écouter Yacine dans un instant. Moi, maintenant, quand il y a des gens qui vont écouter vos propos, quand vous dites les femmes en noir, elles sont forcément associées aux terroristes. Moi, quand il y a des gens qui vont regarder ma femme maintenant dans la rue, quand elle sort éventuellement comme ça, eh ben ils vont forcément... Mais pourquoi elle sort comme ça, l'autre femme? Alors que... Non, mais Léo, oui, mais Léo, en sortant comme ça, elle affiche aussi sa religion. C'est une façon aussi d'affirmer une appartenance religieuse et très appuyée. Voilà, et une façon assez appuyée. On a le droit de vivre dans la rue comme on veut. Je veux dire, mais comme moi, j'ai le droit de dire que pour moi, c'est une provocation. Mais est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous feriez si votre femme refusait de porter le vêtement noir? Oui, de provocation. Oui, imaginons qu'elle vous dit je veux plus le porter. Qu'est-ce que vous faites? Mais elle est libre de ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Ma femme, si elle veut pas porter le voile, elle porte pas le voile. Hein. C'est pas... Vous voyez, là, elle est au travail, elle fait les 3-8. Mais elle porte pas de voile, hein. Moi ça me dérange pas. Je veux dire, c'est sa vie. Alors elle le porte pour elle, oui, d'accord. Léo, merci. Gérant de société en Moselle, du côté de la Moselle, on écoute RMC sur 98. Merci Léo. Par exemple, du côté de Morange. Merci Léo, merci d'avoir été avec nous et continue d'écouter RMC et les grandes gueules. Et c'est Yacine qui est dans l'Essonne. Bonjour. Allô, bonjour les grandes gueules. Bonjour Yacine. On a parlé des ventes d'armes tout à l'heure de la France qui avait son rôle à jouer dans les ventes d'armes, rôle économique. Elle se porte plutôt bien à ce niveau-là, Yacine. Oui, j'ai entendu ça également tout à l'heure à la radio. Alors tout à l'heure, en fait, vous avez énoncé la liste des pays, friands des armes françaises. Oui. Voilà, il faut avoir peut-être... Ah, on a perdu Yacine, que l'on va retrouver dans un instant. En attendant, j'ai un petit mail là pour l'ensemble de la collectivité des grandes gueules. Et c'est Garvey qui nous dit, parce qu'il a écouté la discussion tout à l'heure à propos de la famille qui est partie en Syrie, qui dit arrêtez de pointer aussi les convertis comme étant des moutons noirs dans la communauté musulmane. Je suis converti, me dit-il. Je suis étudiant en grande école de commerce. Je me considère comme très pratiquant. Ça ne m'empêche pas d'être équilibré. J'ai une vie normale. Tous les convertis ne vont pas faire le djihad en Syrie ou ailleurs. Ces jeunes sont en manque de repères. La religion n'a rien à voir avec leur action. Elle n'est qu'un prétexte à leur folie, m'écrit-il. Voilà. Le commandant Cousteau était un converti. Il s'était converti à l'islam. Le commandant Cousteau, c'était l'un des Français préférés des Français. Oui, Franck Ribéry est un converti. Un converti en vaut deux. T'en veux un célèbre, Cassius Clay devenu Mohamed Ali, Lou Alcindor devenu Karim Abdul-Jabbar. Où est le problème? Qu'est-ce que vous voulez démontrer là? Il y a tous les jours, il y a des musulmans qui sont chrétiens, il y a des chrétiens qui sont musulmans. Vous voulez démontrer quoi? Bah oui. La seule question, c'est que ces convertis ou pas convertis ne deviennent pas des terroristes et qui nous pourrissent pas la vie avec la volonté d'imposer leur religion, quelle qu'elle soit. Et de chasser finalement les racines profondes de notre identité au profit de leur identité. T'as vraiment l'air menacé. T'as la tête d'un type qui est menacé d'être converti à notre religion. Lis le bouquin de Bentolila, tu comprends comment on devient con, voilà. On a trouvé Yacine. Yacine, donc qui est revenu pour parler des ventes d'armes et de la France avec Didier Giraud. Allez-y Yacine. Voilà, on a été coupé, désolé. Oui. Donc voilà, ma question serait à Monsieur Giraud, parce que tout à l'heure, Monsieur Giraud, il s'est étonné, il a pris comme référence, vous savez, la vente d'armes à la Russie qui a été suspendue par le président de la République. Il a pris ça comme exemple et il s'était dit qu'il faudrait que la France sélectionne les pays avec lesquels serait susceptible de vendre des armes, parce qu'il s'étonnait qu'il y ait des pays comme l'Arabie Saoudite ou même d'autres pays sur la liste à qui la France vendait des armes. Et la question que je voudrais poser à M. Giraud, parce que ça m'a fait bondir, je pose la question à M. Giraud. M. Giraud, oui. Dites-moi, la vente d'armes, d'après vos valeurs que vous prenez, la vente d'armes est-elle morale, d'après vous? Et si oui, si la vente d'armes est morale, d'après votre auteur, quels seraient les principes moraux qui justifieraient la vente d'armes à un pays plutôt qu'à un autre? Voilà la question. Mais moi, je me positionnais, j'ai peut-être été mal compris, mais je me positionnais un peu comme contre ce qui s'était fait avec le Mistral, quoi. Je considère que la parole donnée dans le commerce est la valeur, et moi. En même temps, tu disais que l'Arabie Saoudite, c'était peut-être pas forcément le meilleur partenaire. J'avais pas le sentiment d'avoir exprimé mon opinion là-dedans. Pas en même temps. J'avais pas le sentiment d'avoir exprimé mon opinion. Je prenais le fait que on ait donné la parole pour monter
monter une frégate qui s'appelle le Mistral, on ne la livre pas. Donc je me disais, si on est capable de trier le Mistral à Poutine, parce que Poutine est devenu un méchant du jour au lendemain, comment ça se fait qu'on a livré des armes aux combattants tribal de Libye? Qu'est-ce qui va advenir demain des armes qu'on va livrer à l'Arabie Saoudite? Voilà, c'était ça ma question. Mais moi, concrètement, je suis plutôt pour que la balance commerciale soit le moins déficitaire possible. C'était juste ça que j'ai défendu. Et je m'inscris en faux contre le fait qu'on puisse reprendre sa parole vis-à-vis du Mistral à Poutine. Voilà. Et j'allais jusqu'au bout de la logique en disant, si on le fait pour Poutine, eh ben, il faut trier c'est qui nos amis, c'est qui nos ennemis de demain. Voilà, c'est tout. On est d'accord, donc on est contre l'annulation de la vente des Mistral. Oui, et je considère qu'on n'a pas à choisir c'est qui les gentils et les méchants, parce que les alliances, ça change toujours les alliances. Messieurs, dames. Il y a 30 ans, t'aurais pas livré des armes à l'Iran, demain tu vas peut-être aller en livrer pour faire du ménage en Irak. Messieurs, dames, c'est tout. Merci. Alors arrêtez de faire de la morale on pour se retrouve votre demain, propre nombril. Demain, 10h, les GG, merci à Yacine, les grandes gueules, 10h avec Johnny Blanc, Franck Tanguy et Étienne Liebig. Et puis comme c'est la rentrée parlementaire, nous allons retrouver nos élus de la République. Conseil des GG demain avec Yann Gallu, le socialiste, Thierry Solaire, l'UMP et Christian Schottel, le maire de Janvry dans l'Essonne. L'UDI, le maire au dromadaire. Allez, à demain. Et dans un instant, Éric Brunet avec le Catéveno. RMC, les grandes gueules s'écoutent aussi en podcast et sur rmc.fr.